Et je me souviens que Kauter me disait « je veux une musique qu'on n'entend pas ». Du coup, pour un compositeur, c'était... Insultant. Non, moi j'ai pas pris ça comme une insulte, j'ai pris ça comme un challenge. La monteuse avec qui j'ai fait mon premier long métrage a déjà collaboré avec Amine. Tout à fait. Elle m'a beaucoup parlé de Amine. Elle était Amine. Et donc du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ça, Amine? Ok. Rencontrons-le. Rencontrons-le, voyons voir. Et c'est parti comme ça. C'est vrai, tout à fait. Et moi, je me souviens toujours que c'était une grande, comment dire, j'étais impressionné en ayant vu ce film parce que c'était 9 plans séquences. C'était il y avait une émotion incroyable qui se dégageait du film. Quand je l'ai vu, c'était 10 plans séquences d'ailleurs. Il y a un plan séquence qui a sauté. Un plan séquence qui est parti. Donc c'était un film sans montage. Tout à fait. Et donc la musique était super importante parce que ça rythmait un peu, ça rajoutait au côté dynamique du film. Et je me souviens que Kauter me disait « je veux une musique qu'on n'entend pas ». Du coup, pour un compositeur, c'était... Insultant. Non, moi j'ai pas pris ça comme une insulte, j'ai pris ça comme un challenge. Comme un défi, comme une contrainte, comment Et moi, exister. ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais bien que la musique soit, communique avec l'inconscient des spectateurs. C'est-à-dire pas quelque chose qu'on remarque tout de suite, ouais. Mais qui arrive comme ça d'une manière un peu... en cachette, qui parle à l'inconscient des spectateurs. Et donc, en disant ça, je veux une musique qu'on n'entend pas. Je me suis dit, oh là, il ne faut pas lui dire ça, c'est pas bien pour son ego, c'est un artiste, tout ça. C'est comme si on me disait, on veut un film qu'on ne voit pas. Et donc, j'ai essayé d'expliquer, effectivement, c'est ce qu'il a fait. Mais moi je pense que ce film, en tout cas, c'était vraiment un gros challenge parce que comme il n'y avait pas de montage, il y avait un rythme inhérent dans la manière dont le film était tourné, mais c'était comme si la musique devait quelque part soutenir ou accélérer des fois l'image ou au contraire nous faire sentir une vraie, une vraie suspension du temps et je pense que c'était une des plus belles expériences que j'ai eues au cinéma. Et puis voilà, c'était le début de notre collaboration. La musique, en général, moi je fais beaucoup confiance à Amine parce qu'au fait, c'est comme un poste d'auteur. C'est-à-dire, il y a des postes où moi j'impose ma vision. Il y a des postes, quand on fait un film, on travaille avec beaucoup de gens qui ont leur background et leurs connaissances. Et moi, j'aime beaucoup collaborer avec des gens qui ont une force de proposition. Parfois, leurs propositions ne correspondent pas à ce que je veux raconter. Mais j'aime beaucoup la surprise de me dire « Ah, j'ai pas pensé à ça, mais ça serait super ». Parce que moi, je ne veux pas penser à tout, d'où l'intérêt de collaborer avec des gens créatifs et intelligents. Et la musique, spécifiquement, ça rentre dans ce cadre-là. Donc, du coup, avec Ami, je sais ce que je ne veux pas. Donc, lui, il me propose et je lui dis « ça, non, je ne veux pas », par exemple. Mais dès que je trouve un morceau super, lui, il part à partir de là, en fait. Dès qu'il y a une rythmique qui correspond à une sensation, moi je suis pas musicienne, je connais pas très bien la musique, j'ai pas le jargon. Donc je parle avec lui en termes d'intention toujours, en termes de personnage, en termes de ce que je veux raconter au spectateur d'une manière cachée. Donc c'est ça notre échange. Et lui il traduit ça en instrument, en musique. C'est-à-dire, c'est plutôt des briefs elle me parle beaucoup de ses personnages, mais comme j'arrive... D'abord, par exemple, sur L'homme qui a vendu sa peau, j'avais lu le scénario, mais j'ai commencé à travailler sur un premier montage. Le film est déjà là, donc je vois les mouvements de caméra, les couleurs qu'elle a choisies. Kauter, elle a visuellement une sensibilité... extrêmement merveilleuse, magnifique. Je pense que son univers visuel est toujours très très riche
Et moi, je suis très sensible à ce qu'elle choisit comme univers visuel. C'est très inspirant pour moi, ses couleurs, là où elle pose sa caméra, ses mouvements de caméra, la manière dont elle constitue son cadre. C'est beaucoup ça qui m'inspire dans le travail avec Kauter. C'est inspiré d'une histoire vraie. Ça a commencé au Louvre, le musée. Il y avait une exposition de l'artiste belge Wim Delvoye. Et dans les appartements de Napoléon, dans ce musée très célèbre, il y avait un homme exposé qui montrait son dos tatoué. Alors le tatouage, ça n'a rien à voir avec mon tatouage dans le film. C'est une madone avec un truc tête de mort, tout ça. Mais je trouvais ça tellement curieux d'exposer un homme dans un musée. Et c'est une image qui m'est restée en tête. Et c'est parti de là, qu'est-ce que je peux faire avec cette image? Donc l'histoire est inspirée d'une histoire vraie, mais je l'ai complètement détournée vers mes centres d'intérêt, qui sont les réfugiés, l'immigration, les passeports, c'est quoi être libre, la liberté, le fait de bouger, mes préoccupations à moi. Donc voilà, c'est parti de là. Et l'artiste belge, Wim Delvoye, qui m'a inspiré cette histoire, joue dans le film. Il a un petit rôle. C'est l'assureur qui parle de comment assurer cette œuvre-là. Donc c'était très drôle que l'artiste qui a commis cette œuvre pas très catholique vient en cravate, en assureur dans le film, jouer le rôle du mec qui assure l'œuvre. Alors pour La Belle et la Meute, la musique est arrivée à la fin, comme on venait de se rencontrer. Pour L'Homme qui a vendu sa peau, on a commencé à travailler sur le scénario. Donc il a lu le scénario et il m'a donné des musiques pour chaque scène à peu près. Et c'est des musiques qui m'ont beaucoup aidé dans le tournage. En fait, j'avais ça en tête et c'était très gratifiant parce que c'est bien de tourner avec le rythme d'une musique. Parce que moi, quand je tourne, je suis très gourmande, je tourne beaucoup. Et le fait d'avoir un rythme, ça m'obligeait à construire les choses d'une manière un peu plus précise. Et du coup, on a utilisé ça aussi pour le montage. Et à la fin, il est intervenu, quand le film était monté, pour réécrire toutes les musiques, mais spécifiquement pour les scènes après montage. Donc c'était une collaboration avant, pendant et après le tournage. Je me rappelle que Kauter m'avait même dit, sur certaines scènes, tout d'un coup, j'avais plus besoin des informations passées par un dialogue. En fait, les dialogues sautaient et du coup, en fait, elle utilisait la musique comme moyen de faire passer une information, que ce soit un conflit intérieur d'un personnage ou autre dans la narration. Et surtout pour moi, en fait, c'était lire le scénario et être sollicité, en tout cas aussi en amont. C'était une manière de, comment dire, j'avais planté ce scénario, cette histoire dans ma tête, dans mon subconscient, et ça m'a permis que, au moment où je devais composer, écrire pour le film, j'étais comment dire, nourri de énormément d'idées. Par exemple, je suis allé enregistrer. Le film, il y a l'idée de se faire tatouer une œuvre sur le dos du prétendant, du héros, du personnage principal. Et par exemple, quand Kauter tournait, j'étais allé enregistrer chez un tatoueur des sons d'une machine à tatouer, et j'ai créé des synthétiseurs et des sons qui émanaient du son de cette machine, ou des boucles rythmiques en les pitchant, en les stretchant, enfin en travaillant dessus. Et du coup, le fait d'avoir lu le scénario bien amont, ça m'a permis de réfléchir à plein d'autres choses qui m'ont permis d'être, comment dire, force de proposition, ou en tout cas essayer des choses, des idées qui sortent du langage musical commun, en tout cas classique, qu'on pouvait avoir à chaque fois. Et ça, je pense que c'était vraiment une très très bonne idée d'avoir commencé aussitôt. Je ne sais plus d'où vient cette idée d'opéra, probablement de toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi.
je suis sûr que c'est... Kauter voulait une musique, en tout cas, qui soit hilarante, enfin pas hilarante, enfin contrastante avec ce qui se passe. Et je pense que on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y a un côté aussi, enfin, qu'est-ce qui pourrait être diffusé dans le cabinet de ce médecin, et du coup on s'est posé la question, on s'est dit un opéra il faudrait que le climax d'explosion corresponde avec le climax opératique, en tout cas le climax pour moi rien n'est sacré, je suis tout le temps dans le second degré. Donc l'opéra c'est waouh, c'est magnifique, c'est l'art par excellence de l'Occident, et moi je me dis l'opéra c'est magnifique tout ça, on va crever un bouton et comme ça c'est à la fois beau, sordide un peu, et moi j'aime beaucoup le second degré et jouer avec tout ce qui est considéré comme art supérieur, parce que le cinéma c'est un art populaire, voilà, on n'est pas snob, on aime bien désacraliser et jouer avec les codes finalement, parce que l'opéra c'est un code. Tout à fait, ouais. C'était l'idée d'avoir une musique contrastante complètement, comment dire, qui sort de cet univers-là et qui fasse une, c'est pas une, on peut pas dire que c'est une blague, mais c'est quasiment une sorte de, comment dire, c'est très rigolo. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais créer, la confusion des sentiments. Alors, est-ce que c'est un dégoût, est-ce que c'est censé être drôle, est-ce que c'est et le cinéma c'est vraiment l'art de l'émotion par excellence. Et donc voilà, je voulais créer ça chez le spectateur. Moi je pense que je me rappelle toujours de cette phrase que Kauter avait dit à un moment, c'était la projection de La Belle et la Meute, Cannes 2017. Elle a dit un film c'est l'enfant d'une orgie. C'est pas très catholique. C'est pas très catholique, mais c'est vrai parce qu'en fait au final musulman non plus. C'est un mariage artistique et un compositeur apporte sa pierre à l'édifice. Il est là pour servir une autre œuvre qui est un film. Et je pense qu'il est extrêmement important quand on est compositeur de musique, c'est que en fait c'est un métier où l'ego artistique n'a plus sa place, parce que on travaille pour une autre œuvre, on travaille pour un metteur en scène. Donc c'est extrêmement important d'être attentif, d'être à l'écoute, de comprendre qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il veut pas, comme a dit Kauter tout à l'heure. Je sais ce que je veux pas. Et du coup, ça crée une contrainte. Mais ce qui est jouissif, je pense, dans ce métier, c'est de trouver une liberté dans cette contrainte-là. Moi, je pense que un réalisateur a une vision, mais ce qui est super dans ce métier, c'est que cette vision, elle est ouverte sur la créativité des uns et des autres. Elle se nourrit de ça. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté d'un film, c'est cette rencontre de créativité. Il y a bien sûr le réalisateur qui est le gardien du temple, qui ne doit pas laisser les acteurs jouer des scènes avec des larmes alors qu'il n'en a pas besoin, parce que les acteurs veulent jouer, qui ne laissent pas les musiciens partir avec des mélodies alors que le film n'en a pas besoin. Et donc c'est dans ce sens-là, mais il fait appel à leur créativité. C'est leur créativité qui nourrit le film final. En tout cas, j'essaie d'avancer dans ce sens-là et j'adore collaborer avec des créateurs qui comprennent cette dynamique-là, qui ne sont pas dans l'attente ou l'exécution, mais qui sont dans la force de la proposition et qui dépassent l'ego. C'est-à-dire, même si ça ne marche pas, ils sont capables, ils ne se vexent pas, ils sont capables de proposer autre chose. Et je trouve que c'est vraiment la qualité des vrais créatifs. C'est une chance de travailler avec des metteurs en scène comme Kauter, parce qu'en fait, elle accepte d'être surprise. Il peut c'est pas que j'accepte, j'adore. Justement, en plus, elle pousse à ce que... Et donc, en fait, à chaque fois, avant de lui faire écouter quelque chose, je me pose toujours cette question... Est-ce que ça me surprend moi-même d'abord? Est-ce que je suis déjà surpris? Surtout une recherche d'originalité continue et de propositions
différente pour être à la hauteur de ce qu'elle propose, elle, comme cinéma, qui est tout le temps dans une recherche d'originalité, elle pousse tout le temps les limites, on est tout le temps à un cran au-dessus. J'ai toujours dit que le meilleur film de Kauter, c'est celui qui va venir encore, parce que tous les films ils sont super, et celui d'après il est encore beaucoup de pression là. Le prochain, alors. Ça tourne.